Aujourd'hui, l'activité de l'AFD en Amérique latine et dans les Caraïbes représente à peu près entre 16 et 20% de l'activité de l'ensemble du groupe. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à politique de redistribution et de transferts sociaux en Amérique latine. C'est un sujet à la fois très important dans un continent marqué par un niveau historiquement très élevé d'inégalité, mais également marqué dans la période récente par une décroissance, en tout cas dans un certain nombre de pays, de ce niveau d'inégalité. Je vous ramène à début des années 70, où après les périodes antérieures où l'Amérique latine avait observé des taux de croissance gigantesques, mais un problème de redistribution que tout le monde connaît, croissance des inégalités. Donc on va mettre en place des programmes destinés à cibler beaucoup plus directement des bénéficiaires qui sont les gens défavorisés. Et au cours des années 70, notamment en Amérique latine, on a construit des usines à gaz. Des usines à gaz dans lesquelles l'idée de réduction de la pauvreté était extraordinairement orientée sur l'aspect productif. On va essayer d'augmenter la production, la productivité et les revenus des petits paysans. Deux erreurs gigantesques. Un, oublier les cadres macroéconomiques. Et deux, se tromper grossièrement sur le cadre institutionnel. Il y a eu un changement absolument colossal que tout le monde connaît des années 80, où on a dit ces trucs-là, au niveau du micro, ça ne marche pas, donc maintenant, on va faire du macro. On fait du macroéconomique et de l'ajustement structurel. Et finalement, on en arrive aux années 90, on se dit c'est peut-être quand même un mélange des deux. Et arrive la crise gigantesque au Mexique, 94-95. Crise financière, crise économique. M. Cedillo devient président. Première préoccupation de M. Cedillo, c'est de dire j'ai un pays qui est en train de s'effondrer et j'ai une population qui est extraordinairement vulnérable. L'objectif, c'est les sortir directement de la pauvreté absolue. Donc en même temps, il lance les programmes de réforme de la santé, de l'éducation, réforme de la sécurité sociale, réforme des retraites, réforme du système financier. C'était un paquet de réformes de manière absolument gigantesque, extraordinairement audacieux, et dans lequel il y avait un élément clé qui est celui comment sortir les gens de la pauvreté absolue. C'est le fameux Progressa. 5 millions de familles, 25 millions de bénéficiaires. On aura l'occasion de discuter sur les caractéristiques, mais c'était essentiellement, 1, le ciblage, qui doivent être les bénéficiaires de ce projet. 2, la concentration sur un type d'activité, éducation, santé et programme d'alimentation. 3, comment insérer ce programme de réduction de la pauvreté dans un ensemble de politiques beaucoup plus générales. Santiago Levy avait une obsession, c'est surtout qu'on ne voit pas la Banque mondiale. C'est un programme mexicain. Alors depuis, bien entendu, vous avez entendu dire ce qui est vrai, que la Banque mondiale est très impressionnée par les résultats qui ont été obtenus et a fortement contribué, je crois, à encourager d'autres à faire la même chose. Au Mexique, je prétends que la Banque mondiale a eu son rôle très très important pour assurer la continuité d'un sexennio à l'autre. Les montants des allocations, contrairement à ce qu'on imagine parfois, sont extraordinairement faibles. La moyenne familiale, c'est de 40 à 50 $ américains par mois. Je l'ai dit en vitesse, mais c'est évident, c'est destiné aux familles. Donc ce sont tous des programmes très fortement excluants. C'est-à-dire qu'on élimine les personnes âgées, on élimine les jeunes adultes isolés, on élimine les familles qui pourraient répondre à la condition de revenu, mais ne peuvent pas répondre aux autres conditions parce qu'elles sont tout simplement trop éloignées des écoles, des centres de santé. Donc elles ne peuvent pas scolariser leurs enfants. Et cet aspect-là, il est très contesté, en particulier par des mouvements féministes qui disent que par derrière ces conditions apparemment bonnes pour tous, envoyer les enfants à l'école, surveiller la santé, etc., il y a une renaturalisation du rôle des femmes et on s'aperçoit que sans vraiment enfermer les femmes au foyer, ça fait en fait effectuer aux femmes et aux femmes seules tout un tas d'opérations qui sont finalement la réalisation des conditions de l'accès aux bourses. Ces programmes apparemment semblables sont les héritiers de programmes extrêmement différents d'un pays à l'autre. La mise en place de ces plans, le repérage des, entre guillemets, bénéficiaires est totalement différent. Au Mexique, comme ça a été rappelé, on commence par une cartographie des zones rurales pauvres.
et on exclut pendant 5 ans tous les pauvres urbains. Mais c'est plus compliqué que ça. Hein. C'est que même au sein des campagnes, les pauvres des zones non pauvres sont exclus. Hein, puisqu'il faut être pauvre dans une zone pauvre au départ pour accéder aux allocations. Au Brésil, c'est un cadastramento, comment on dit en français, un cadastrage très très rapide, hein, en l'espace d'1 an, de toute la population. C'est-à-dire qu'on fait des relevés de revenus de toute la population. Ça a été vraiment presque un premier contact avec les institutions. Et ça a été une base pour régulariser l'état civil, en fait, tout un tas de choses. En 2004, on a une réforme ministérielle et on a un regroupement de toutes ces aides dans un seul programme qui c'était les Bolsa Famille. C'est une tentative d'inclure des grandes parties de la population qui n'étaient pas touchées par les systèmes de la protection sociale. La mise en œuvre des conditionnalités, elle demande une bonne coordination entre les institutions. Parce que comme il s'agit d'un système fédératif et largement décentralisé, le Brésil c'est vraiment décentralisé, les municipalités, elles jouent un rôle très important. Dans toutes les politiques sociales, fédérales, municipales, il y a l'obligation de créer des conseils municipaux et l'obligation aussi qu'en la moitié soit des représentants de la société civile. Les représentants de la société civile ne sont pas les bénéficiaires. Ces résultats positifs à court terme font sans doute d'abord de Progressa Oportunidades, puis de l'ensemble des programmes de transfert conditionné, en particulier de l'Amérique latine, la plus connue des success stories du développement du XXIe siècle. Ces success stories, elles ont toujours une part de réalité et une part de construction. On a construit un peu la success story en enfonçant quand même une porte ouverte, parce que constater qu'en donnant de l'argent à des pauvres, ils sont moins pauvres, quelque part, ne devrait pas être une surprise. Il y a un fait qui ne paraît pas très important, hein, qui est que dans la plupart des pays, ça a permis d'acheter aux pauvres extrêmes d'acheter à crédit. Ils étaient totalement exclus du crédit. Et là, ils ont une ressource stable, même si elle est faible, dont ils peuvent, comment on dit, exciper pour aller négocier un crédit avec des commerçants, etc. En fait, il faudrait se poser 2 types de questions. Et si on avait utilisé l'argent autrement, est-ce qu'on aurait eu des résultats différents, meilleurs, moins bons ? Et à l'intérieur du programme, quels sont les éléments qui expliquent son succès ou ses limites ? Ces programmes, finalement, ils encouragent-ils ou découragent-ils l'extension des services universels, comme l'éducation et la santé ? Je ferai juste une remarque en passage, il y a 2 pays qui n'ont pas mis en place la CCTP et qui ont fait uniquement une politique de l'offre. Comme par hasard, c'est le Venezuela et Cuba. Et il n'y a jamais, dans les institutions internationales, d'évaluation comparative entre le Venezuela et Cuba d'un côté et les pays où il y a des conditionnels cash transfer. Il ne faut pas oublier que la principale chose qu'a faite Lula depuis ses 8 ans de pouvoir, ça a été d'augmenter considérablement le salaire minimum. Alors, la hausse du salaire minimum, avec ses effets directs et indirects, a eu bien plus d'effets sur à la fois la sortie de pauvreté et sur le coefficient de Gini, autant qu'on puisse en croire les économètes brésiliens, que la Bolsa Familia elle-même. Deuxième dimension de ce succès qui a été fortement communiquée, c'est l'association entre politique au niveau national et évaluation rigoureuse. Donc une espèce de spirale vertueuse de rationalité de la politique publique entre la politique, son évaluation et le débat public et les décisions des politiques dans la durée. C'est vrai que ce sont des programmes qui sont destinés, au moins celui du Mexique et beaucoup d'autres, sont destinés à sortir de la pauvreté extrême. Est-ce que ça résout le problème de la pauvreté relative ? Bien sûr que non. Et c'est un des problèmes gigantesques à la fin de ces programmes, c'est de savoir ça débouche sur quoi. On voit bien qu'on s'adresse plus encore à la génération suivante qu'à la génération qu'on appuie. C'est de la construction de capital humain. Il ne faut pas en attendre la révolution, il ne faut pas en attendre la réponse à toutes les questions. Ce n'est qu'un instrument.